Bienvenue si vous nous rejoignez. On a plein de conférences, plein de sujets pour vous parler santé, bien-être de nos amis les chevaux et aussi parler bien-être du cavalier. Voilà un sujet très important dont on va parler avec David Piriou. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, on va parler de quand le cheval décode nos masques, une invitation à explorer notre authenticité. C'est quoi ce sujet finalement? Ça signifie quoi? Ça m'est venu, finalement c'est un chemin personnel aussi, les chevaux m'ont amené chaque jour un peu plus à aller vers mon authenticité comme eux fonctionnent. Les chevaux ne savent pas faire semblant, ils savent pas mentir. Et donc ils m'amènent à ma propre authenticité un peu plus chaque jour. C'est quoi ton parcours, toi? Tu es cavalier au départ, tu Ouais, as moniteur aussi d'équitation ouais, tout à et, fait. Alors et moi, plein de choses aussi. ouais, moi j'ai commencé en centre équestre. D'ailleurs, qui a commencé entre 5 et 15 ans à monter à cheval dans un centre équestre là? Ouais, oui, une grande majorité, hein. Moi j'ai commencé comme ça et puis la vie m'a appelé ailleurs. J'ai été soignant pendant 15 ans, j'étais orthoprothésiste paramédical, je faisais des sièges pour les enfants handicapés. Rien à voir, Et ouais. puis l'humain m'a toujours passionné. Petit à petit, je me suis formé pendant 5 ans pour devenir gestalt thérapeute. Puis j'ai enchaîné sur un rêve d'adolescent, j'ai passé mon monitorat d'équitation et puis j'ai commencé à allier à vraiment à mesurer les liens entre ma pratique de thérapeute et ce que permettait de montrer le cheval. Le cheval est vraiment un miroir de nos comportements relationnels et un miroir de nous-mêmes. Et donc c'est comme ça que j'ai développé. J'ai commencé à écrire un texte sur Facebook il y a un an. Jusque-là j'étais un parfait inconnu. Et puis finalement le programme Au-delà des rênes, au fur et à mesure, est venu pour aider les cavaliers à dépasser leurs blocages liés à leur histoire personnelle. C'était quoi ce texte? Il y avait quoi dedans? L'histoire de l'équitation. Et Euh, plus précisément, ouais, ok. Je faisais un petit lien pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, quelle transition, comment on est en train de changer. J'avais, vous voyez, commencé mais cette conférence, normalement, c'est euh, qui est-ce qui a déjà entendu ce cheval se fout de ta gueule? Qui a déjà entendu cette phrase? Qui l'a déjà prononcée? Vous voyez, on est nombreux à l'avoir dite. Et il il se y fout a... de moi. Bon, je dis pas ta gueule, mais il se fout de moi. Ok, excusez-moi. Oui, il y a des enfants quand Oui, c'est même. vrai. Je vais faire attention. Et petit à petit, en fait, j'ai pris conscience que je me suis demandé, mais d'où ça vient? Pourquoi on considère que le cheval se fout de nous? D'où ça vient? Et finalement, en remontant l'histoire de l'équitation française, elle est issue d'une tradition plutôt militaire, puisque les manuels de dressage de cavaliers et des chevaux étaient classés secret défense à l'époque, comme les plans d'un avion Rafale aujourd'hui. Et parce qu'il y avait un enjeu de sécurité nationale et qu'il fallait que ça aille vite, il fallait qu'on soit efficace pour dresser des chevaux, efficace pour former des cavaliers par dizaines de milliers. Et donc, il fallait aller vite et on se préoccupait surtout de la gymnastique, autant du cavalier que du cheval. Mais on se préoccupait peu de son aspect émotionnel et psychologique. Et c'est que petit à petit que certains écuyers, hein, il y en a toujours eu, mais ils sont devenus de plus en plus nombreux. Il y a par exemple François Baucher dans sa deuxième manière, après un accident, qui s'est évidemment posé des questions et qui est très axé là-dessus jusqu'à la fin de sa vie. Après, il y a eu des écuyers comme Oliveira et puis plein d'autres au fur et à mesure qui se sont rendus compte que le cheval était autre chose que simplement un gymnaste à former et à faire bouger. Et petit à petit, il y a eu aussi la révolution de l'éthologie en France. Moi, j'ai découvert ça il y a 25 ans à la Sens avec Pat Parelli à l'époque. Et donc ça m'avait ouvert déjà les yeux sur beaucoup de choses. J'avais pas tout compris à l'époque, mais au fur et à mesure ça s'est développé. Après il y a Andy Booth qui est arrivé là, qui a vraiment démocratisé. Et donc Andy Booth et l'éthologie, la discipline éthologique, c'est la science de l'observation du cheval et de les comportements. Ils sont beaucoup intéressés à comment apprend le cheval et aux théories de l'apprentissage. Et ça a remis à nouveau beaucoup de choses en question. Peut-être qui a déjà fait des séances d'éthologie là dans les groupes? Oui, oui, vous êtes vraiment de plus nombreux. Et en fait, cette discipline, justement, elle ne permet plus de se dire ce cheval se fout de toi. Parce qu'en fait, ça revient aussitôt à vous demander, vous êtes plutôt en train de vous demander qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal expliqué? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis pas stressé, etc. Et donc, ça génère souvent beaucoup de remises en question chez les cavaliers. Parfois même assez douloureuses. Moi, je suis passé par là. Et on est de plus en plus nombreux à passer par là parce qu'on se dit, en fait, je me trompais. Et donc, il y a toute une génération de cavaliers là qui est en train d'apparaître, qui ont peut-être pratiqué, suite à ces prises de conscience, de la sophrologie, du yoga, de la méditation, pour essayer de se détendre, pour essayer d'être un meilleur compagnon pour son cavalier. Un retour sur soi C'est ça, finalement. un retour à soi et à la présence. Le cheval, il est dans l'instant présent permanent.
Et donc, il nous invite à le rejoindre dans cet instant présent. Et nous, on est toujours dans nos pensées, dans nos réflexions, et ça nous empêche d'être présent avec lui. Vous savez combien on a de pensées par jour, messieurs, dames? Alors moi, je réponds pas parce que j'ai la réponse, j'étais Oui. là hier. Beaucoup. Alors, essayons d'être plus précis. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Non, donnez une petite idée. Une vingtaine? Une vingtaine de pensées? Vous allez voir, vous allez être surpris. 60 000 pensées par jour. En moyenne, hein. Allez, on monte les enchères, là. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est ce qu'on appelle les ruminations. Et encore pire, 80% de nos pensées sont négatives. Quand vous réfléchissez, la plupart du temps, vos pensées sont négatives. C'est lié à des conditionnements sociaux et qui nous entraînent à avoir des actions négatives. Ouais, On y reviendra sur le non-verbal peut-être. C'est environnemental, c'est ça. Les pensées qu'on a négatives sont quand même assez... Pas que, on a plutôt tendance à être dans l'anticipation future, c'est-à-dire à anticiper l'avenir parce qu'on en a peur. Et donc, on va plutôt essayer d'envisager des scénarios, on va être dans le contrôle de sa vie, des autres, des relations, de son environnement pour essayer de pas avoir de surprise. C'est quelque chose d'assez reptilien en nous, c'est notre cerveau là un peu animal qui nous emmène à fonctionner comme ça. Ou alors on est tourné vers le passé. Qui, par exemple, là est vraiment présent là à m'écouter? Est-ce que vous êtes vraiment présent? Vous êtes là? Oui, vous êtes sûr? Je suis là, moi. Ok. Je suis là. Mais vous voyez, souvent on est dans nos pensées. Si vous êtes étudiant, si vous êtes en cours, combien de temps dans un cours êtes-vous vraiment présent? En fait, on est toujours dans nos pensées. Et le cheval, il nous demande d'être là. Sinon, il comprend pas. C'est pas sa manière de fonctionner. Lui, il vit l'instant présent. Eh oui, permanent. On va revenir un peu sur ton profil. Sur LinkedIn, par exemple, j'ai lu que tu étais expert du bien-être psychologique du cavalier. Bah oui, avec tout ce que je viens de vous dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos pensées, elles influencent votre communication non verbale. Est-ce que vous savez ce que c'est que la communication non verbale? Les gestes, voilà. Le regard. Les gestes, le regard, le ton de la voix, etc. Est-ce que vous savez quelle part du message que je transmets est fait de non-verbal, là, quand je vous parle ici et maintenant? Quelle est la part du non-verbal dans ma communication? En pourcentage? En pourcentage. 50, qui dit mieux? 80. 80. 80, qui dit mieux? Alors, c'est plus que ça. C'est jusqu'à 93%. Les mots que j'emploie ici et maintenant ne sont pas importants. ne sont pas importants. Ne m'écoutez pas. Non, par contre, donc c'est seulement 7%. En fait, il va y avoir 38% qui vont être liés au ton de ma voix, à la façon dont je m'exprime. Et le reste, ça va être mes mimiques. Ça va être mes gestes. Et tout ça, ça va... en fait, c'est ça qui va faire que je vais capter votre attention ou pas. Et ça va être aussi comment vous allez me sentir dans mon système nerveux. Est-ce que vous me sentez tranquille, stressé? Alors, vous voyez, aujourd'hui, je parlais hier, donc je suis peut-être un peu plus détendu. Mais aujourd'hui, je sais que j'étais assez stressé. Et donc, ça m'a demandé un travail de régulation pour être tranquille avec ça. Et j'essaye de pas faire semblant, vous voyez. Si je suis stressé, je le dis. Le cheval, il sait pas quand on fait semblant. Ça lui parle pas. Si vous vous présentez devant lui et que à l'intérieur vous êtes stressé, mais que vous essayez de lui faire croire que vous êtes calme, il va le sentir. Il va le sentir par votre non-verbal. Parce que lui, c'est un expert de la lecture de votre non-verbal. Lui, les 7% de vos mots, il les comprend pas. À la rigueur, ça pourrait être les gestes que vous allez faire, les mouvements techniques que vous allez apprendre. Ça représente ces 7%, mais les 93% restants, lui, il les lit. Et le problème, c'est que la plupart des temps, vous n'avez pas conscience de votre non-verbal. Et pourtant, c'est la plupart du message que vous envoyez aux personnes. Donc moi, mon rôle, en tant que thérapeute, là, c'est d'aller vous aider à mieux vous connaître et à explorer vos émotions, vos croyances, vos pensées. Et parfois, la préparation mentale suffit. Vous voyez, préparation mentale, c'est ce qu'on va faire pour vous aider à travailler vos pensées négatives, respirer, faire des exercices de visualisation positive, etc. Moi, je vais proposer d'aller plus loin. Vous voyez, ça va être de dire distinguer les croyances des pensées. Est-ce que vous savez ce que c'est que la différence entre une croyance et une pensée, messieurs, dames? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? La croyance, elle est ancrée. Est-ce que vous avez vu des dessins animés vice-versa 1 et 2? Voilà. Il parle, surtout dans le 2, il parle beaucoup des croyances. Les croyances, elles se construisent dans l'enfance. Une pensée, ça va être, vous avez loupé un devoir, ou vous avez raté quelque chose dans votre vie de ponctuel et vous dites, oh, j'ai pas été bon sur ce coup-là. Ça, c'est une pensée. Et puis, vous allez passer éventuellement une mauvaise journée. Ça, c'est une pensée, elle est ponctuelle, elle dure pas. Par contre, si vous vous dites,
chaque jour en vous levant le matin, je suis nul, là c'est une croyance. Et cette croyance, vous la portez, elle est liée à votre histoire et à comment vous avez grandi. Et là, la préparation mentale, la plupart du temps, elle ne suffit pas. Parce que c'est plus profond en vous, il y a vraiment quelque chose à réparer. Et donc, si ça va toucher votre estime de soi, votre confiance en vous, vous avez craindre qu'on vous aime pas, vous allez douter, etc. Et ça va être du coup très présent. Vous voyez, ça va noircir les croyances. Vos pensées se nourrissent dans vos croyances. Si vous avez des croyances positives sur vous, sur le monde, vos pensées vont être plutôt positives. Si vous avez des croyances négatives sur vous et sur le monde, vos pensées vont être plutôt négatives. Et donc, vous allez baigner là-dedans. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'aller vous accompagner à explorer tout ça de vous. Tant que cavalier. En tant que cavalier, pour améliorer votre communication non verbale qui va vous permettre d'envoyer des informations plus claires à votre cheval. Que ce soit à pied ou monté, hein. Juste, parce que le cheval, il sent tout. Oui, c'est une éponge émotionnelle. Et ouais, vous savez pourquoi il est si sensible, le cheval? Pourquoi il a une si grande exigence relationnelle? Pourquoi il nous challenge autant là-dessus? Oui? À quoi? Alors, j'entends pas, mais... Alors, je vais me déplacer comme ça. Ok, merci. Rapprochez-vous, comme ça on va... Non, c'est bon. Aux auras qu'on a autour de nous. Aux auras, alors plutôt la zone d'énergie, on peut parler d'énergie. On pourrait dire ça, mais en fait, le cheval, c'est une proie, tout simplement. Et le fait que ce soit une proie, au fil des millénaires, il s'est habitué à scanner son environnement de façon extrêmement précise. Il a besoin de savoir si le prédateur qui est à 300 mètres, il a des intentions d'attaque ou pas. Et donc, il doit lire à l'intérieur de l'autre mammifère qui est en face. Mais il sait, quand on ouvre la porte du box, il sait si on est de bonne humeur, de Il mauvaise lit humeur. en vous, il lit vos signaux non-verbaux. Et je vous rappelle que nous sommes des mammifères, tout comme eux. Et donc, il est capable de lire en nous, de se connecter à notre système nerveux et de pouvoir le lire. Mais aussi, vous savez qu'il a les mêmes émotions que nous. Exactement les mêmes. Est-ce que vous connaissez les 6 émotions de base? Il y en a 6. Alors, je vous écoute. On essaye de les trouver. La peur. La peur. Ensuite, la colère. Colère. C'est marrant que vous disiez ces deux. La joie. La joie, enfin. Allez, rappelez-vous de vice-versa, là. Tristesse. Tristesse, hein, il aime bien, tristesse en général. Il y a la surprise et le dégoût. Après, il y a un mix de tout ça, mais ça, c'est les 6 émotions principales. Et les chevaux les connaissent. Il y a des études qui l'ont démontré récemment. Vous avez peut-être lu dans la tête d'un cheval de Léa Lansade. Très bon livre, oui. Ouais, qui a travaillé avec Clotilde Jarda. Donc, voilà. Il y a plein d'études qui sortent actuellement et qui nous montrent et qui viennent nous confirmer ce qu'on a déjà par l'observation. Et c'est pour ça que, le monde du cheval bouge et va bouger beaucoup plus encore très rapidement, notamment en lien avec ce qui se passe dans le haut niveau actuellement. Voilà, il y a vraiment une demande là. Et en fait, moi, il y a un an, quand j'ai démarré cette page, j'ai écrit des textes, ça a beaucoup parlé à beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté parce que ils ont essayé tout un tas de choses, mais ils sont limités. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à dépasser certains blocages en eux. Et c'est là que je propose de vous aider. Donc, c'est des blocages émotionnels. Les blocages émotionnels Exclusivement. et qui s'expriment dans le corps. Et aussi via du coup notre non-verbal, et psychologique et lié à nos croyances. Et donc dans notre façon de monter. Alors toi, c'est plutôt dans cette optique de montre-moi comment tu montes, je te dirai qui tu es. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Alors moi, souvent, mon diagnostic, je le fais plutôt à pied. Et en liberté, c'est-à-dire que ça me permet au cheval d'interagir, de voir comment le cheval interagit avec vous de façon naturelle. Oui, c'est ça. Une séance, ça se passe avec les chevaux de toute façon. Ah ouais, toujours. La séance initiale, ouais. Parce que c'est le cheval finalement qui te donne les indications de la relation. C'est ça. Moi, l'observation à force, je vois ce qui se passe avec le cheval et en fait, ce qui se produit toujours. En général, on va faire un débriefing. Et puis je vais dire, qu'est-ce que tu as vu là? Je vais questionner, puis je vais faire des retours de ce que j'ai observé avec mon expérience. Puis au bout de 10 minutes, la personne me dit, ah, ça me fait penser à la situation au travail où j'arrive pas à poser des limites avec mon patron. Ah, ça me fait penser avec mes enfants, avec mon patron, avec mon compagnon, avec ma compagne, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que les difficultés que vous rencontrez éventuellement avec les chevaux, vous les rencontrez aussi dans votre vie en général. Par exemple, se faire marcher dessus par un cheval, oui. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Vous voyez, parfois, vous avez du mal à protéger votre bulle, parce que c'est juste. Et donc, poser une limite, si vous avez du mal à poser une limite avec votre cheval, généralement, vous allez avoir du mal à poser une limite dans d'autres secteurs de votre vie. Et en travaillant, en améliorant votre comportement dans votre vie de tous les jours, vous améliorez votre relation avec votre cheval. Et l'inverse est vrai.
Et donc voilà, on fait le yo-yo là entre l'un et l'autre. Donc c'est valable aussi pour la peur, Pour notamment toutes les de émotions, franchir pour toutes des les obstacles, croyances, le pour toutes les stress. pensées, bien sûr, les peurs en général. Les peurs, vous voyez, beaucoup de cavaliers ont peur, hein, je le mesure, y compris de très bons cavaliers. Et ça, c'est souvent lié justement à du contrôle, c'est-à-dire qu'on est dans le contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel, c'est pas du tout la même chose que la régulation émotionnelle. Quand vous êtes dans le contrôle, vous niez votre émotion. Vous faites semblant qu'elle n'est pas là. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Donc, je faisais le gars qui gère et tout ça. Et en fait, à l'intérieur, j'étais stressé, mais j'étais pas au courant. Je le sentais pas. J'avais pas appris à sentir. Et Mais petit à petit, c'est-à-dire, tu faisais de l'obstacle? moi, je faisais plutôt de ça. J'avais pas peur. J'ai jamais vraiment eu peur à cheval. Mais D'accord. je parle des émotions en général et du contrôle des émotions. Finalement, j'en suis sorti de ça. Et maintenant, je suis dans la régulation. C'est-à-dire que si je suis stressé, je l'accueille. Je vois que j'ai peur, je l'accepte. Et puis, je vais faire un travail là-dessus pour moi-même. Et ça va être très différent. Vous voyez, sinon, quand vous êtes dans le fait de contrôler, vous niez l'émotion. Et là, le cheval, il le sent. Il y a quelque chose qui n'est pas congruent. Vous savez ce que c'est la congruence? Non. Définition. C'est un concept très important pour les chevaux. C'est le fait d'être aligné entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous renvoyez à l'extérieur de vous. Vous voyez, dans notre société, on nous pousse souvent à faire semblant. Quand quelqu'un arrive le matin et vous demande ça va, et que vous répondez oui, oui, ça va, et qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes malheureux, et que vous dites ça va, On est poli. vous êtes poli, certes, mais c'est déjà un grand manque de congruence. Et ça, mis bout à bout, avec les petits mensonges, les petits ceci, les petites cela, et l'évitement émotionnel, le fait de pas être connecté à ses émotions, tout ça, ça va faire que vous allez pas être congruent. Et le cheval, il déteste ça. Il déteste ça parce que le signal, il correspond pas. Le signal extérieur et le signal intérieur. Et eux, comme les chevaux ne savent pas faire semblant, eux, ils savent que ça leur parle pas, en fait. Ils savent pas faire avec ça. Ça les inquiète. D'ailleurs, un cheval est différent d'un cavalier à un autre. Il a Bien des sûr. réactions tout à fait différentes. Vous avez Je dû dis, mais vous pourquoi rendre il compte. réussit avec... Elle monte moins bien que moi. Et pourtant, il y arrive. Eh oui. Donc, Qu'est-ce qui se passe? vous voyez, le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que quand vous avez une difficulté, souvent on se focalise sur la technique. Je suis moniteur d'équitation. La technique, c'est très important. Formez-vous, apprenez des compétences et des savoir-faire, évidemment. Mais ça suffit pas, parce que on pourrait dire, c'est un peu simplifié, mais si c'est que les 7%, ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper des 93% de non-verbal. Et donc ça va être un travail à faire sur vous-même, d'une façon ou d'une autre. Et ça va vous aider beaucoup et ça va vous éviter aussi des fois tout un tas de déplacements, de dépenser beaucoup d'argent, de vous former pendant des années d'avoir l'impression de stagner, de ne pas progresser. C'est peut-être parce qu'il y a un blocage plus profond en vous qu'il est temps de régler. D'accord, et pas lié au cheval directement. Et pas lié lié à au soi. cheval. Pas forcément. Et justement, comment on dépasse ses freins? En le posant, en prenant conscience. Oui, tant qu'on ne sait pas qu'il y a un problème, on peut pas le régler. On est un peu dans le déni, c'est ça que tu es en Ouais, train de dire? tout à Souvent, fait. on est dans le déni de cette Bah peur, oui. ce stress, ce blocage, Ouais, cet ancrage dont tu parlais oui, tout à parce l'heure. qu'on déteste remettre en question nos croyances. On a besoin de se construire un monde cohérent Et pourquoi on déteste ça? parce que c'est douloureux, parce que du coup le monde n'est plus cohérent. Notre recherche de sécurité, elle est très forte chez l'être humain, comme chez les chevaux, hein. On leur ressemble à bien des aspects en fait, hein. Et donc on est beaucoup en recherche de sécurité. Et donc quand on remet en question nos croyances sur le monde, sur soi-même, c'est très inconfortable. Ça peut l'être. Et du coup c'est pour ça qu'on rechigne un peu. Que ça nécessite. Et le cheval, si on est ouvert à l'idée qu'il nous montre et que c'est un miroir relationnel, il nous montre ça et on dit, ok, le cheval m'a montré ça. Et si je considère que c'est pas de sa faute, alors c'est que j'ai quelque chose à aller voir chez moi. Combien de séances te faut-il pour débloquer une personne? Et c'est variable, j'imagine? C'est assez variable. Alors là, les accompagnements que je propose se font sur 4 mois. Maintenant, ça m'arrive ponctuellement de faire des stages. Et déjà en une journée, ou même des fois en 10 minutes, il se passe des choses incroyables. T'es une sorte de guide. Alors, je dirais plutôt que je suis un traducteur. Parce qu'en fait, souvent, T'as pour un la plupart manuel. d'entre vous, vous avez le cheval, il vous a déjà montré. Vous vous doutez de ce qui marche moins bien chez vous, ce qui est difficile. Mais en fait, vous savez pas comment changer. Vous avez pris conscience, mais vous savez pas comment changer. Et c'est là plutôt que j'interviens. En fait, je suis un traducteur. Je dis, voilà, il te montre ça, et on va aller voir ensemble d'où ça vient. Parce que ça, le cheval, il peut pas vous expliquer, lui. Est-ce qu'il y a des cavaliers, cavalières qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore aujourd'hui, justement, dans ton métier? Oui, bien sûr. C'est vrai que ma découverte de Pat Parelli à l'époque avait été importante. Moi, j'ai des Lusitaniens.
Et du coup, Oliveira aussi m'a toujours beaucoup inspiré. Il y a plus récemment, j'apprécie le travail d'Andy Booth de Pierre Beaupère, Pierre Beaupère, vous voyez, il vient vraiment réunir ça. Je sais pas si vous le connaissez, mais il fait un travail très intéressant sur les réseaux. C'est un instructeur d'excellent niveau, spécialiste de la symétrie du cheval, et qui en même temps met une très grande dimension psychologique, émotionnelle, tant du cheval que du cavalier. Et qui en tient compte dans ses accompagnements. Et moi, j'ai juste en fait un cran encore au-dessus sur l'aspect psychologique du cavalier. Voilà. Moi, je connais bien les chevaux, mais je connais surtout bien les cavaliers. Il y a un grand cavalier qui s'est penché aussi beaucoup là-dessus, c'est Michel Robert. Michel Robert, alors ouais, Michel Robert, une personne qui a 75 ans et à l'âge de 20 ans, il avait très mal au dos et son médecin lui avait conseillé d'arrêter de monter à cheval. Il lui a dit sûrement pas. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, surtout vers l'âge de 40 ans, il a commencé à remettre en question son mode de vie. Il s'est mis au yoga, il a changé son alimentation, il a médité. Voilà, il a changé un certain nombre de choses dans sa vie, ce qui lui permet à 75 ans de s'envoyer encore aujourd'hui des barres à 1m75. Non, pas 1m75. Ah, pardon, à 1m60. 1m75, ça fait beaucoup. 75, c'est beaucoup. Ouais. Une barre, d'accord. Moi, je suis un dresseur. Et donc, il s'est remis en question et il dit souvent, alors j'ai plus sa phrase, mais c'est de dompter son mental. Et je sais pas si lui est parvenu tout seul. Dompter son mental, c'est dompter ses pensées. Et certaines personnes y arrivent toutes seules, ou justement à gérer simplement leurs pensées. Puis d'autres ont besoin d'aller explorer plus profondément parce qu'elles ont des choses à régler à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'il a pris soin de lui. Il a appris à prendre soin de lui. Prendre soin de soi, c'est apprendre à prendre soin de l'autre. On peut pas être écologique si l'écologie commence pas par nous-mêmes. Si on se maltraite, si on mange mal, si on dort mal, si on est tout le temps stressé, on peut pas prendre soin de la planète ou des chevaux puisqu'on prend pas soin de nous-mêmes. Nous faisons partie de la nature. Nous aiment des mammifères comme les chevaux. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples que tu as eu à traiter dans ton métier pour débloquer quelques idées de blocage? Parce que je suis sûre que ça parle à beaucoup ici. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples? Il y a souvent l'idée de prendre sa place. Moi, il y a dans les personnes que j'accompagne, il y a souvent comment je donne une place au cheval pour qu'il soit en sécurité. Le cheval, il a besoin d'un cadre clair pour se sentir en sécurité. Donc, vous allez lui donner une place, soit à pied, soit monté. Si vous lui demandez de marcher à la piste, c'est pas à peu près, c'est vraiment à la piste. Et vous allez le retrouver monté pour faire vos coins, par exemple. Et beaucoup de cavaliers n'osent pas prendre leur place. Ils vont vouloir être gentils, bienveillants et tout un tas de choses, ce qui est important. Mais du coup, ils vont avoir peur d'oser demander. Ils vont manquer d'assertivité. L'assertivité, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait de s'autoriser à déployer autant d'énergie que nécessaire jusqu'à ce que la demande que vous faites au cheval soit satisfaite. Et beaucoup de personnes n'osent pas aller au bout de leur demande. Et du coup, elles sont en train, vous voyez, ça me fait penser un peu aux enfants qui donnent 10 coups de cravache et que le poney, à la fin, il s'en fout. Mais en fait, beaucoup d'adultes sont là-dedans. Vous allez demander 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand vous voulez être gentil, vous allez demander 10 fois de la même façon, en fait. Vous faites pas différemment. Et du coup, le cheval, ça lui crée des résistances. Et puis vous, à la 11e fois, vous pétez un câble et vous lui rentrez dedans. Et vous êtes fâché, vous êtes en colère. Mais le cheval, il sait pas faire ça. Donc, il y a besoin de monter progressivement en assertivité. Et pour ça, c'est de ne pas avoir d'émotions. C'est se détacher des émotions, dire, voilà, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Je te demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, au fur et à mesure, vous allez augmenter en exigence. Et le cheval, ça va être un cadre clair pour lui. Puis petit à petit, il va vraiment s'en accommoder. Ça va être OK pour lui. Mais beaucoup de cavaliers, n'osent pas prendre leur place et oser demander. Et ça, c'est très relié avec les problématiques en général qu'on retrouve dans sa vie. De poser ses besoins. Qu'est-ce que j'ai envie? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Etc. Tout ça, c'est relié. C'est des problématiques qui sont en fait reliées. Et du coup, quand on est en colère, eh bien, tout de suite, le cheval le sent. Eh bien, effectivement. Il nous le renvoie en pleine face. Ouais, parce qu'il va pouvoir détecter votre rythme cardiaque, votre pression artérielle. Et donc, il va être connecté à ça et sentir que... Oui, il ne va pas forcément la comprendre, d'ailleurs. Ah non, lui, ça ne veut rien dire. Il va se dire, il y a un danger. C'est ça. Il va partir, il va fuir. Et voilà. Les études le démontrent très clairement, ouais. Et d'autres exemples, pardon? De cavaliers, il y a des choses. Alors, moi, je vous ai parlé des pas assez, puis il y a des cavaliers trop. Il y a les cavaliers trop et les cavaliers pas assez. J'ai une petite anecdote. Vous voyez, je suis équicoach, et puis un jour, j'avais un comité de direction qui se présentait dans le manège, et je leur présente un cheval que je mets en liberté. Ils étaient 3, et le cheval. Ils n'étaient pas cavaliers. Ils n'étaient pas cavaliers pour le coup.
Et donc, je leur demande de commencer une expérience avec le cheval. Et en fait, ils dégageaient quelque chose de très, de trop agressif finalement, ces personnes. Et le cheval, il a eu peur, il a sauté la barrière, il s'est parti. Et donc, il a refusé de rentrer en relation avec ces personnes. Parce que là, ils étaient trop sûrs d'eux, c'est ça? Il y avait Trop un sur excès de deux, confiance. trop dans la soumission, trop dans, voilà, pas assez dans le lien et que dans la soumission. Et vous voyez, ça va aussi parler du management en entreprise, par exemple. Si vous avez trop de cadres et trop de soumission, bah, vous n'allez pas avoir de lien. Et vous allez avoir des salariés qui sont inquiets ou pas tranquilles de travailler avec vous. Bon, c'est comme quand on est parent. Faut le bon cadre. C'est ça, le bon cadre et Trop surtout ni le pas bon assez. lien. Hier, je Ça. disais, vous voyez, avant, les papas, par exemple, ils étaient trop dans le cadre. Il y avait beaucoup de cadres et peu de liens. Vous voyez, il y avait un peu de l'autoritarisme. Et puis là, on est arrivé à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liens, souvent chez les papas, et un peu moins de cadre. Des fois, on pourrait se demander s'il y en a assez. Et finalement, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ce cadre, bienveillant bien sûr, et en même temps cette qualité du lien et de relation qui ne doivent pas être oubliées. Un petit mot pour conclure Ok. cette séance. Bah moi, je vous invite vraiment à vous questionner. Voilà, est-ce que j'ai besoin de plus de technique là aujourd'hui? Quel est mon besoin? Ma difficulté elle vient d'une problématique technique. Est-ce que je dois faire un stage? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois demander de l'aide à mon coach ou à mon enseignant? Ou est-ce que j'ai un blocage? Est-ce que je dois me faire aider en préparation mentale pour avoir plus de travailler sur moi? Ou au contraire, est-ce que j'ai quelque chose de plus profond et que je veux aller régler et que finalement je sens bien que ces difficultés que j'ai avec mon cheval, je les retrouve dans ma vie et puis j'en ai un peu marre de ça. J'en ai marre d'avoir ces croyances négatives sur moi. Marre d'avoir ces pensées négatives sur moi et j'ai envie de dépasser ça. Envie d'aller vers une vie qui me convient mieux, Ouais. pour moi-même et pour mon cheval. Et c'est ça, c'est une meilleure vie de cavalier, mais une meilleure vie tout court. Bah, en fait, votre cheval, c'est comme les humains. Vous êtes plus attiré par un humain qui va bien que par un humain qui fait la tête. Et en fait, le cheval, c'est pareil. Voilà, très bon mot de conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Merci, David. Marie-Thérèse. Alors, c'est vrai que je vous aurais bien passé la parole, mais c'est vrai que là, on est un peu dans le Trop. côté psy. Non, c'est pas du tout. On a encore 3 minutes, hein, si on veut. Mais après, je pense que voilà, vous avez peut-être des problématiques à demander plus particulièrement à David. Dans ces cas-là, je vous invite à le rencontrer juste après cette conférence, si ça te convient ainsi. Merci. C'est parfait. Merci, David. Et nous, on se retrouve Merci, Marie-Thérèse. pour une prochaine conférence dans un instant. À tout de suite.